Du lundi au vendredi sur Radio Alta Brégoance, après les grands journaux de la rédaction de 7h30 et midi, retrouvez l'invité de la semaine avec votre rendez-vous Ousguardou. Notre invité répond à nos questions liées à l'actualité de la Corse. Une interview sans concession du lundi au vendredi, le matin et à midi avec Marion Lanfranc. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous poursuivons notre rendez-vous d'Ousguardou avec Marie Colombani. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour tout le monde. Que nous avons récupéré en studio après avoir enregistré la première émission devant la préfecture de Corse à Ajaccio. On parle bien évidemment de la réforme des retraites du point de vue des avocats. Donc on vous a vu vendredi dernier jeter les codes dans la cour de la préfecture. Donc il y avait un mouvement de grève qui était prévu jusqu'à hier soir, donc jusqu'au 27 janvier inclus. Un mouvement de grève reconduit aujourd'hui. Oui, le Conseil de l'Ordre s'est réuni donc aujourd'hui et vient de se terminer à peine maintenant. Donc le Conseil de l'Ordre, avec Madame le bâtonnier Julia Tibir, on a décidé effectivement de poursuivre ce mouvement de grève pour encore une semaine, toujours en suivant le mot d'ordre du CNB, donc qui laissait à chaque barreau l'initiative du mouvement à conduire dans le cadre de lutte contre ces réformes. On rappelle que vous êtes donc membre du barreau d'Ajaccio, membre du Conseil de l'Ordre aussi. Donc c'est une grève qui maintenant commence à durer. C'est assez rare dans la profession. Alors c'est très très rare. C'est très très rare. Ça fait déjà effectivement de longues semaines que nous sommes en lutte contre cette réforme. J'espère que ça va bientôt prendre fin. Donc on attend les discussions entre le CNB et le gouvernement. Quand vous voyez le Conseil d'État qui dit que finalement cette réforme, il y a beaucoup de choses à revoir en tant que juriste, forcément ça vous interpelle ? Écoutez, oui, bien entendu. Après, je dirais que quelque part on enfonce un petit peu les portes ouvertes puisque rien ne nous surprend dans le positionnement du Conseil d'État sur ce point-là. On s'en étonne même et c'est bien ça aussi le problème puisqu'on se demande depuis le début, c'est quelque chose qui est très très mal ficelé. On se demande pourquoi, là encore, on essaye de faire passer, je dirais, en force un projet qui est véritablement mal ficelé, hein. En plus d'être injuste et inacceptable, on essaie de le motiver, on essaie de le porter au bout, mais on voit bien que ça bloque. Vous vous dites comment est-ce que ce projet a pu en arriver jusque-là ? Il aurait dû être retiré avant, juridiquement parlant. Juridiquement parlant, la plus haute instance, une des plus hautes instances du pays, donc le Conseil d'État, puisque vous avez vu les conclusions, donc je ne les reprendrai pas, mais elles sont quand même assez accablantes concernant ce projet, donc il me semble que oui, et la réponse est claire, il devrait être retiré et repartir, je dirais, à l'étude. Et de surcroît en concertation avec les professions, puisque jusqu'à présent, nous avons été mis, en tout cas nous, avocats, de côté des pourparlers, négociations, etc. etc. Donc oui, repartir à l'analyse et en concertation avec les représentants nationaux de la profession d'avocat, bien sûr. Accablante sur la forme et sur le fond. Tout à fait, accablante sur la forme et sur le fond. Quelles sont les mesures, les interpellations du Conseil d'État que vous aviez vous-même mis en avant ? Alors là, moi, j'ai pas vu ce projet-là dans le détail, donc là, vous me prenez un petit peu de court, donc je suis pas très au fait des points, je dirais, dans le détail qui m'ont interpellé, mais si ce n'est pour les calculs, je dirais, alors je suis pas très férue de la matière. Pour autant, il m'a semblé qu'aucun des calculs, en fait, ne tenait la route, hein, pour résumer. Donc, tous les calculs présentés, il n'y avait aucun équilibre budgétaire qui était présenté à ce niveau-là. Donc, il me semble que c'est déjà un préalable en matière puisqu'on parle d'une réforme qui est censée être équilibrée et juste dans un souci d'équité et d'universalité des régimes. Donc il me semble que c'est un point un peu crucial qui fait manifestement défaut. Des avocats que l'on a vus dans la rue, ici comme en France, on a vu donc des avocats, beaucoup d'avocates faire un haka notamment pour un message particulier au ministre Belloubet. Vous auriez pu faire ça aussi ? Écoutez, je sais... On peut tout faire, Nous avons essayé de nous démarquer plus modestement, plus discrètement que ce fameux haka, avec un jeté de code au-dessus des grilles de la préfecture. Donc je ne suis pas sûre que nous ayons l'effectif féminin pour faire ce genre de prestations. Mais oui, pourquoi pas. Vous avez dit donc c'est une réforme qui est fortement injuste, y compris pour le justiciable. Ça risque d'avoir des conséquences très graves pour le justiciable. Oui, alors les conséquences directes de cette réforme, bien évidemment, puisque nous, cabinets, nous allons être impactés, donc peut-être qu'un certain nombre de cabinets vont devoir réfléchir
sur le devenir de leur pérennité au sein de la profession. Donc il est probable que des cabinets ferment. Donc qui dit des cabinets ferment dit moins d'avocats dit moins de proximité. Mais au-delà de cette réforme, je dirais, des régimes de retraite, il y a quand même une volonté manifeste du gouvernement au travers des différentes réformes et des différentes réformes qui ont trait à la justice. Donc si on jugule toutes les réformes, que ce soit judiciaire, au niveau de la procédure, au niveau de la réforme des procédures familiales, au niveau de la réforme des retraites, donc nous sommes dans une année 2019-2020 sur une programmation des réformes 2018-2022 qui est très 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 importante, et lorsque l'on étudie toutes ces dispositions et qu'on les recoupe et qu'on essaie de faire un petit peu une analyse transversale de cet impact au niveau des gens et au niveau des professions, on s'aperçoit bien qu'il y a un recul du droit, puisque les différentes réformes visent à vider un contentieux. Donc qui dit moins de contentieux dit moins de forcément de travail pour la profession, donc avec un accroissement des charges, donc moins de contentieux par rapport à une réforme judiciaire. Ensuite on nous dit aussi également qu'il y a un meilleur accès, une facilité des procédures et un accès au droit facilité, puisqu'on essaye de supprimer l'avocat dans différentes procédures, faisant croire aux gens qu'ils peuvent saisir de leur propre chef les juridictions. Et on s'aperçoit malheureusement que c'est loin d'être le cas, puisque même nous qui sommes au fait des procédures, de l'outil informatique, qui sommes en ville à Ajaccio où on commence à avoir le haut débit, c'est quand même loin d'être le cas partout chez nous. Je veux dire, en centre-Corse, on a d'énormes difficultés au niveau du haut débit. Pour la plupart des communes, on ne l'a toujours pas. Donc vous imaginez qui n'a pas d'accès à Internet n'a pas aujourd'hui accès à la justice. C'est faux de laisser croire aux gens que c'est le cas. Voilà, donc pour résumer un petit peu ce genre de choses, oui, c'est manifestement un recul dans l'accès au droit aux personnes. Il est vrai qu'on vous avait entendu aussi marteler contre cette fameuse réforme de la justice où il y avait des juridictions tout simplement qui devaient être supprimées, remplacées par des outils informatiques, remplacées par d'autres prestataires que les prestataires de justice pour régler certains conflits. On peut penser aux affaires familiales avec la fameuse attribution des pensions alimentaires qui devaient passer par la CAF. Oui, tout ça c'est effectivement en cours encore là. Donc ça, c'est au niveau de la réforme de la procédure familiale, elle est un petit peu en suspens parce que les décrets d'application n'ont pas tous été pris, et la réforme est d'une telle ampleur que manifestement, là encore, je dirais les services de l'État, en l'occurrence la justice, les magistrats, les greffes, etc., toutes les personnes concernées, les services concernés, n'ont pas été formés et techniquement et juridiquement pour pouvoir absorber tout ce nouveau contentieux. Et ce qui fait que toute cette réforme-là est un petit peu mise en suspens jusqu'à la rentrée, à la prochaine rentrée judiciaire de septembre. Je ne sais pas si ces quelques mois passés vont nous permettre d'être en l'état. En tout cas, on va bien devoir faire face à cela. Pour ce qui est du vider le contentieux, oui, c'est sans remettre encore une fois aux institutions. Donc la CAF va être prestataire de services, mais également jugée partie quelque part pour nous dans ce domaine-là, puisque vous l'évoquiez. Donc quelque part prestataire de services, puis la CAF d'un autre côté, si elle estime que ces prestations sont mal versées ou pas versées ou qu'elles ne devraient pas être versées, peut-être qu'elles statueront aussi autrement. Et puis c'est encore un accès au droit, on prive le justiciable d'un juge, donc c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien parce qu'un juge c'est quand même indépendant. Et là, on s'en remet à une autorité administrative. Donc, je pense, en tant qu'avocat, en tant que juriste de formation, qu'il y a effectivement un recul très net et très important pour l'accès au droit des personnes qui ont des difficultés au niveau du juge aux affaires familiales. Pardon. Oui, c'est un net recul. On prive les gens de l'accès au juge. Oui. Finalement, tout ça va priver l'accès au juge. Ça va priver. Alors, quand on voit qu'on augmente le pouvoir des parquets, que d'un autre côté, on supprime un peu le rôle du juge, est-ce que finalement, il n'y a pas une véritable volonté politique de casse de la justice ? On va un petit peu loin en disant ça, mais en tout cas, oui, ce que vous me dites là n'est pas une grande surprise. Je dirais, oui, alors est-ce qu'on va y aller avec fatalité Mais oui, je pense que oui, il y a effectivement une volonté de restreindre le contentieux aux affaires, entre guillemets, les plus importantes, donc celles qui mettent en jeu le plus d'enjeux financiers, et on vide la justice de tout ce petit contentieux qui dépendent, je dirais, des avocats, des juridictions de proximité, avec effectivement, oui, une privation des droits. Les gens ne vont plus pouvoir
vont plus aller au tribunal pour les petits contentieux parce qu'ils n'en auront plus les moyens et au-delà de ça, on les prive du magistrat qui statuait jusqu'à aujourd'hui sur ces petits contentieux-là, en facilitant le travail. Et à côté de ça, on laisse les avocats arriver sur le marché. Il n'y a pas de numerus clausus, il n'y a pas de... Est-ce que finalement, il n'y a pas un marché de dupes à la base ? Écoutez, je ne sais pas, enfin, peut-être on s'orientera vers un petit peu un système à l'américaine, puisque la profession d'avocat, nous sommes nous des auxiliaires de justice, donc il faut déjà bien comprendre que nous ne sommes pas dépendants des ministères de la justice, donc quelque part, quelque part et même surtout, nous sommes des professionnels, des libéraux, donc après, avec toutes les règles, je dirais, de la concurrence et du libéralisme au niveau du commerce, même si nous ne sommes pas des commerçants, nous sommes malheureusement... nous subissons également la concurrence, je dirais, par l'attrait de la profession, mais aussi la concurrence avec maintenant ces fameuses legal tech, puisqu'on promet aux justiciables je dirais une solution à leurs difficultés par un règlement, je dirais, numérique, avec ces plateformes Internet. Donc tout ça, nous sommes, malgré toute cette concurrence, malgré les réformes, c'est une profession qui reste attractive, puisque là, rien que la semaine dernière, donc Madame Le Bâtonnier accompagnait des jeunes confrères à l'occasion de leur prestation, et nous avons donc accueilli entre Ajaccio et Bastia 5 nouveaux confrères, donc qui arrivent avec une tendance un petit peu tumultueuse, mais à une époque un petit peu tendue, mais voilà, ça ne les arrête pas. Ça n'arrête pas les jeunes diplômés à embrasser cette profession. LegalTech, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on va se mettre derrière son ordinateur, on va rentrer son problème, un numéro de carte bleue et il y a la solution qui arrive. Écoutez, c'est ce que j'en ai compris en tout cas de ce genre de plateforme où effectivement, donc vous avez tout un panel de choix sur les types de contentieux, moins de 3 000 €, moins de 5 000 €, etc., de choisir votre domaine et puis ensuite on vous propose une solution numérique que vous acceptez ou pas en fonction des renseignements que vous donnez à cette base. Voilà, et après, advienne que pourra. Et après, advienne que pourra, là encore une fois. Mais je veux dire, le parcours du justiciable, en ce qui me concerne, je pense qu'il est semé d'embûches et de... Voilà, donc... je pense encore une fois que la meilleure solution à un problème, ça reste quand même d'aller voir un avocat, vrai, en chair et en os, je dirais. La télémédecine, ça marche ? Pourquoi la téléjustice, ça ne marcherait pas ? La télémédecine, ça marche. Je serais un petit peu plus réservée. De l'avis des médecins, il paraît que c'est un super outil. Réservé que vous. Alors après, oui, nous n'arrêtons pas le progrès. Enfin, disons qu'un problème juridique, c'est peut-être pas comme une radio à examiner. Alors, je dirais que les sciences humaines sont un petit peu plus fines ou un petit peu plus délicates à aborder par un ordinateur, peut-être qu'une simple radiographie ou un compte-rendu scan, pour prendre la télémédecine en référence. Maintenant, avec des algorithmes... quand on voit ce que ça fait dans d'autres domaines, ne serait-ce que par exemple au niveau de la politique, quand on commence à faire des stats, à faire des choses comme ça, on voit ce que ça donne au niveau des erreurs de résultats. Donc quand c'est sa vie, parce que quand on a un problème et qu'on veut demander justice pour pouvoir le régler, c'est un petit peu sa vie qu'on joue, même si le contentieux il est pas très important au regard des tiers, mais pour soi c'est souvent le contentieux de sa vie, qu'il s'agisse d'un problème de voisinage, d'un simple problème de pension alimentaire, d'un problème de succession ou d'un problème commercial. Donc c'est souvent, donc je suis pas sûre que, et dans la mentalité et sur le fond et sur la forme, les machines arrivent à faire mieux que ce que fait l'homme. On s'oriente, d'après vous, vers un système à l'américaine. C'est un peu ce que vous disiez, avec tous les travers en fait. C'est ce que je pense, c'est ce que je déplore et c'est ce que je crains aussi. Parce que à force de réformer l'aide juridictionnelle en mettant sans cesse des seuils au plus bas, de plus en plus bas, donc quelque part on pénalise les plus pauvres, enfin pas les plus pauvres, puisque les plus pauvres auront encore accès à l'aide juridictionnelle avec des seuils très bas, mais on pénalise des gens qui ont peu de moyens, puisque c'est des gens qui ont 1 200 €, n'ont plus droit au-delà de 1 200 € et jusqu'à 1 200 € sans personne à charge. Ceux qu'on appelle les invisibles, qui n'ont pas droit. Voilà, les invisibles, ceux qui n'ont droit à rien, ceux qui arrivent toujours au-dessus du seuil minimal et qui finalement se retrouvent accablés par les charges courantes de la vie, parce qu'ils n'ont pas des salaires suffisamment hauts et qui se retrouvent privés de toutes les prestations
protection sociale et tout ce qui est des aides juridiques. Donc voilà, donc pour les invisibles, je pense que l'accès au droit risque d'être supprimé de fait, hein, puisque eux-mêmes n'iront pas taper à la porte d'un avocat pour lequel ils sauront n'avoir aucune aide de l'État. Et c'est ce qu'on commence à voir dans les juridictions pénales où privé d'un avocat parce que trop de ressources et pas assez pour éventuellement avoir trop pour avoir l'aide juridictionnelle. L'humilité de taper, parce que c'est pas évident pour quelqu'un qui a peu de moyens de taper à la porte d'un avocat en disant voilà, moi je n'ai pas l'aide juridictionnelle, mais est-ce que vous accepteriez de me défendre pour telle ou telle somme? Voilà, je pense que les gens, une fois qu'ils n'ont pas d'aide, ils ne franchissent pas le seuil de nos cabinets et se privent d'un accès au droit. Donc et affrontent la juridiction seuls. On le voit beaucoup dans du petit contentieux pénal, dans le contentieux au niveau de la famille, on commence à le voir également. Donc ça contribue à priver les gens, ne serait-ce que d'un conseil. Et ça, les réformes en cours vont accentuer ce fossé? Immanquablement, oui. Oui, c'est un constat d'effroi qu'on peut faire, mais oui, effectivement, immanquablement. Et de dire que, de multiplier, je dirais, les associations, les CDAD en disant mais les gens peuvent aller, etc., etc. Bon, oui, tant que les avocats participeront à ce genre d'association, ils auront des conseils éclairés. Le jour où on ne pourra pas, parce que nous aurons trop de charges et que nous ne pourrons plus assumer ces missions, les gens se retrouveront privés de ce genre de fonctions, de ce genre de conseils, de gratuits. Puis encore une fois, voilà, ce sont des associations, même si elles sont en lien avec la justice, ça reste du domaine associatif, donc qui sort des prérogatives de l'État. Donc c'est plus l'État qui vient au soutien de ses administrés pour leur donner justice et leur donner accès à la justice. On s'en remet encore à quelque chose de privé, puisque c'est un système associatif, même s'il reste subventionné. Donc voilà. Dressez-nous un peu un portrait, on va dire, du barreau d'Ajaccio. C'est un barreau, vous nous avez dit, qui est plutôt jeune. Oui, c'est un barreau qui est plutôt jeune. Donc nous sommes aujourd'hui en Corse du Sud, je pense 140 à peu près, dispatchés sur toute la Corse du Sud avec un certain nombre de cabinets sur Porto Vecchio, sur Propriane, et la plupart des cabinets sont sur Ajaccio. Avec la plupart des cabinets encore également, je dirais, qui exercent à titre individuel. La plupart des avocats exercent à titre individuel. Nous avons très peu de sociétés, très peu de SCP, qui se dénombrent dans le moins de 15 au niveau des chiffres. Il y a moins de 15 sociétés ou formes associatives au niveau de l'organisation de l'ensemble des confrères du barreau d'Ajaccio, à peu près. C'est dû à quoi, en fait ? Ça se retrouve à peu près dans tous les barreaux, notamment dans les barreaux de province, où les gens où les confrères se structurent peu par envie, par nécessité, par indépendance, par choix d'exercice aussi. Et puis bon, comme nous sommes, je dirais, un territoire avec une démographie peu dense, donc ça n'invite pas à se grouper, parce que effectivement, lorsque l'on se groupe, forcément, ça dilue le contentieux et donc nous n'avons pas forcément ni le tissu économique, ni le tissu démographique pour se structurer mieux que ça et en nombre. Est-ce que tout le territoire est maillé ? Justement, vous avez parlé de Porto Vecchio, forcément Ajaccio, mais est-ce qu'il y a des zones blanches ? Des zones blanches. Obligatoirement. Nous en avons à peu près dans tous les secteurs. Donc au niveau de la profession d'avocat, nous n'allons pas faire exception. Maintenant, les derniers cabinets qui ont pu ouvrir, les derniers confrères qui se sont installés, pour certains se sont installés dans le milieu rural. Donc nous avons un confrère qui s'est installé à Sainte-Marie-Siché, un autre confrère qui s'est installé à Bocognano, un autre confrère qui est dans la région, alors un petit peu plus au sud, je ne sais pas si c'est Casaglione ou Vico. Mais je sais que nous avons un confrère je crois que c'est Vico, qui s'est installé également à Vico. Ensuite, nous avons Propriane. Ça fait déjà plus... Il y a beaucoup de cabinets secondaires aussi sur Porto Vecchio. Je crois que certains ont maintenu leur cabinet sur Sartène en cabinet secondaire également. Donc, nous sommes à peu près présents partout. Mais évidemment, des maillages, des exceptions, il y en a effectivement beaucoup. Avec plutôt du droit général, on va dire, que vous traitez, il n'y a pas de spécialisation, peut-être un ou deux en droit des affaires?
Alors, la plupart des cabinets exercent à titre individuel, ça je vous l'ai dit, et également l'ensemble des confrères sont en général généralistes. Il y a très peu de confrères qui ont des mentions de spécialisation. Là, je n'ai pas souvenir, mais je dirais que ceux qui bénéficient de spécialisation dans les domaines, ce serait essentiellement du domaine commercial, effectivement, commercial, droit des affaires, et peut-être également pénal. Mais pareillement, au niveau des mentions de spécialisation, je pense que les cabinets qui peuvent s'en prévaloir sont moins de 10. La grève qui se poursuit, donc c'est un mouvement national qui est décliné en région puisque chacun est libre de ses moyens d'action. Oui. Est-ce que justement par rapport au mouvement national, on va dire, est-ce qu'il y a des revendications spécifiques en Corse ? Non, nous suivons, pour ce qui est des revendications, nous avons les mêmes partout, je dirais, sur le territoire. Donc, qui se résume au retrait du projet. Retrait pur et simple du projet. C'est difficile quand même, on va dire, d'arbitrer. On l'a vu en début de semaine avec les assises à Bastia, où il y a vraiment des cas où on est obligé d'aller dans le tribunal, d'aller plaider, de laisser tomber un peu le mouvement. C'est difficile de trouver cet équilibre. C'est ce que je vous disais un petit peu en début de semaine. Donc nous avons à cœur de défendre nos intérêts, mais certainement pas au détriment des gens qui nous confient leurs propres intérêts. Donc comme ça peut être le cas, et comme c'est d'actualité au niveau des assises. Donc là, je sais qu'il y a des confrères d'Ajaccio qui n'ont pas pu faire autrement que d'assumer leurs fonctions et d'assurer donc la défense de leurs clients respectifs, qu'il s'agisse de la défense des intérêts d'une partie civile, comme la défense des intérêts d'un accusé. Donc en l'occurrence, sur ce procès d'assises, les confrères ont fait le choix effectivement d'assumer leurs fonctions, tout en se maintenant en grève et en revendiquant, je dirais, leur appartenance au mouvement. Et absolument, on ne peut pas considérer ça comme, je dirais, une entorse à notre droit de grève, loin de là, mais à un moment donné, effectivement, il faut qu'on soit là pour les gens, à leur côté, parce que la réalité judiciaire est ce qu'elle est et que nous assumons nos fonctions. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement que le gouvernement se serve de ça pour jouer la montre ? Quels moyens d'action avez-vous ? Le gouvernement joue la montre et le pourrissement des situations, je dirais, depuis toujours, depuis tout le temps. En tout cas, en ce qui concerne ce gouvernement, je pense qu'il en fait même une ligne de conduite, puisqu'il passe en force sur toutes les réformes et sur tous les projets par voie d'ordonnance. Donc, quels moyens d'action nous avons ? Des moyens d'action certains, je vous dirais. Déjà, on a l'énergie et la volonté de rester debout. Donc, nous, au niveau avocat, nous suivrons les mouvements, nous suivrons le mot d'ordre, je dirais, du CNB, comme nous l'avons fait depuis le début, en particulièrement sur Ajaccio. Pour l'instant, nous avons toujours été dans des rapports cordiaux et respectueux avec les juridictions, les magistrats, l'ensemble des greffes, etc. Donc nous allons continuer, nous, à œuvrer pour nos intérêts dans le respect de chacun. Et nous ferons tout ce que nous pourrons. Donc déjà, nous emploierons, je dirais, des solutions juridiques. Nous ferons du droit. Donc il y a des choses, si vous voulez... qui des fois, on met un petit peu des règles juridiques de côté par souci de facilité pour permettre un meilleur fonctionnement et une meilleure fluidité des contentieux. S'il faut avoir, je dirais, le doigt sur la couture ou plutôt sur la règle de droit, bien, nous sommes prêts à faire ce qu'il faut pour qu'on soit entendu et que notre mouvement soit suffisamment entendu au niveau du gouvernement sans être toujours encore et une fois pénalisant, le moins pénalisant possible pour nos cabinets et toujours à ce que ça ne se fasse pas au détriment des intérêts des justiciables qui nous confient la défense de leurs intérêts. Nous essaierons de veiller à conjuguer, je dirais, nos intérêts et ceux que l'on nous confie. On avait vu à l'occasion de la réforme de la justice que les greffiers, les juges étaient à vos côtés. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Oui, je pense que dans l'ensemble, les magistrats et l'ensemble du personnel du greffe comprennent parfaitement nos revendications. Et je n'ai pas encore trouvé, je dirais, dans mon entourage direct, des personnels de greffe ou des magistrats qui ne nous comprenaient pas et qui estimaient notre action inutile.
Mais est-ce qu'ils pourraient être solidaires pour un blocage plus important, par exemple ? Alors ça, je ne peux pas parler à leur place. Je veux dire, après, nous, avocats, nous n'allons pas demander à des magistrats ou à des greffiers de faire... Enfin, eux, ils sont quand même sous la tutelle de leur ministère, donc qui est quand même le garde des Sceaux. Donc nous ne sommes que des auxiliaires de justice. Donc encore une fois, nous sommes indépendants. Et là, on voit bien, je dirais, même si les magistrats et les personnels de greffe peuvent nous soutenir, à un moment donné, la limite va être celle de leur ministère de tutelle. Donc encore une fois, c'est pour ça que l'indépendance, c'est quand même... en plus, je dirais, de l'aspect financier, le nerf de la guerre, en tout cas pour ce qui est, nous, avocats, l'indépendance, là, elle prend toute son importance et toute sa dimension, puisque nous sommes libres de bloquer le système avec nos moyens, juridiques, physiques, et d'un point de vue pratique. Le personnel de greffe, les magistrats, eux, même s'ils ont une certaine liberté, une certaine latitude, je pense, doivent être plus limités que nous dans l'exercice de leurs moyens. Cette perte d'indépendance, c'est ce que vous nous disiez en début de semaine, c'est ce que vous craignez aussi le plus par rapport à cette réforme des retraites. L'indépendance pour un avocat, c'est le socle, je dirais, de sa profession, de l'exercice, de l'essence même de l'exercice de sa profession. Si un avocat n'est pas indépendant, il est limité, je dirais, dans sa marge de manœuvre et dans sa liberté d'action, quelle qu'elle soit. Donc oui, pour nous, c'est un sacré... oui, on redoute ça, parce qu'effectivement, en nous plaçant dans le régime universel, avec comme épée de Damoclès, je dirais, des réformes qui peuvent s'enchaîner au gré des années et des mois, par voie de décret. Donc oui, ça nous mettrait directement sous la tutelle d'un gouvernement qui, sans cesse, essaye de nous briser et de nous limiter, ou en tout cas de donner un sens à cette profession et une image qui n'est pas celle que l'on connaît nous, et ce n'est pas encore l'image et la profession qu'on a connue et qu'on a embrassée pour la plupart, puisque la plupart des confrères, en tout cas pour ce qui est du barreau d'Ajaccio, ont embrassé cette profession pour l'action de la défense. Nous sommes beaucoup d'avocats qui faisons essentiellement du judiciaire. Nous avons très peu de cabinets qui font exclusivement du conseil, donc tout le monde, je dirais que chez nous, tout le monde mouille la robe, tout le monde sait ce que c'est que le combat, et c'est un petit peu la différence qu'il peut y avoir avec des cabinets de plus grande envergure au niveau du droit des affaires sur Paris, qui ne voient quasiment jamais une juridiction, parce qu'ils font essentiellement du conseil, du droit des affaires. On ne traite pas du tout le même type de contentieux. Donc pour nous qui sommes, je dirais, au combat et je dirais la première ligne de défense des gens dans leurs soucis au quotidien, je pense que oui, l'indépendance est très importante. Très, très, très importante. C'est cette image-là que vous avez peur de perdre ? Oui, c'est plus qu'une image. C'est plus qu'une image. Si on perd le nerf de la guerre, je vous disais encore une fois, c'est l'argent et c'est l'indépendance. Donc si demain, on nous augmente nos charges, donc nous aurons moins de moyens financiers, si en plus, ça va créer nécessairement une dépendance, donc oui, l'indépendance, oui. C'est à partir du moment, c'est qui de mieux qu'un avocat, voilà, c'est le premier rempart face aux injustices et à l'incompréhension, je dirais, de ce qui se passe. Donc on est là, on est en première ligne pour expliquer aux gens le pourquoi du comment ça leur arrive, comment ils vont s'en sortir. Je veux dire, s'ils ont plus cet accès-là et cette garantie surtout que nous les défendrons, je dirais... envers et contre tout. Envers et contre tout, et que nous sommes là pour eux. Je veux dire, je pense que c'est un gage quand même de garantie pour les gens, de nous savoir indépendants. On le redit, parce que c'est vraiment un message que vous voulez faire passer aussi, qui n'est pas une profession de nantis. Non, bon là, on ne va pas revenir sur le caractère nanti des avocats, parce que là, je pense que depuis le début de la semaine et ces quelques semaines, je crois que tout le monde a bien compris que ce n'était vraiment pas du tout le cas. Donc oui, toujours le Conseil de l'Ordre, toujours en colère contre cette réforme, puisque aucune proposition, aucune avancée notable. Donc oui, toujours au soutien des confrères derrière le CNB pour lutter contre cette réforme que nous estimons toujours, malgré le temps qui passe, inacceptable et injuste. Est-ce que vous pensez que vous avez gagné la guerre de l'opinion publique ? Oui, je pense. Très sincèrement, je pense qu'au vu des témoignages que nous avons tous pu avoir au sein de nos cabinets, notre clientèle nous soutient.
toutes les gens que nous avons rencontrés, l'ensemble des personnels de greffe avec qui nous avons pu échanger sur ces différents points-là, que ce soit des magistrats. Donc en général, on a eu plutôt de bons échos. Et je pense que oui, les gens nous comprennent et sont, je dirais, d'accord avec nos revendications. Si le gouvernement persiste et signe, vous craignez pour vos emplois ? Alors moi, je fais partie de ceux qui exercent à titre libéral, donc mon emploi, je dirais, moi, il faut savoir qu'un avocat, lorsqu'il ne peut plus exercer, donc ça veut dire on en arrive à, comme d'autres cabinets, enfin comme une entreprise, à être en liquidation judiciaire. Donc nous n'avons pas droit à du chômage, à ce genre de choses. Donc oui, nous craignons pour nos cabinets et pour le personnel que nous avons, que certains ont, je dirais, à leur actif. Je veux dire, certains cabinets doivent, si la réforme passe, vont peut-être se poser la question de savoir s'ils vont maintenir une secrétaire, s'ils vont maintenir, pour les cabinets qui ont des femmes de ménage, des entreprises de nettoyage, des entreprises de maintenance informatique. Enfin, c'est toute une gamme de charges et c'est toute une gamme d'embauches qui peuvent effectivement avoir où il peut y avoir des restrictions, bien sûr, notamment au niveau du personnel des cabinets d'avocats, bien sûr. Pour faire reculer le gouvernement, c'est quoi ? Il faudra persister dans la mobilisation, dans le fait d'être soudé. L'union dans ce combat est essentielle. La solidarité l'est tout autant. Donc oui, sans union, sans solidarité entre l'ensemble des barreaux, l'ensemble des confrères, mais là, je pense que nous avons démontré que nous sommes unis, solidaires et que nous restons tous combatifs sur l'ensemble du territoire et de Corse et de France. Donc je pense que oui, nous resterons comme ça. Alors peut-être, j'espère, pas moins longtemps que ce que nous avons passé, mais je veux dire, c'est vrai que ça commence à devenir effectivement difficile et donc oui. Sur les moyens d'action, je ne sais pas exactement ce que nous déciderons pour l'avenir. En tout cas là, pour l'instant et à aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que nous restons sur un système de grève dite dure, avec l'ensemble des moyens mis à notre disposition. Il y a des élections municipales bientôt, il y a des candidats en campagne. Est-ce que vous avez été les solliciter pour faire remonter aussi des messages, pour faire... Je pense que ce sera fait, ce sera le cas. Après, même si je dirais que notre ordre et nous, profession d'avocat, enfin notre ordre, nous, ce qui est en Corse, pour l'instant, on ne les a pas encore sollicités directement, en tout cas pas à ma connaissance. Pour autant, je sais qu'ils ne sont bien évidemment pas indifférents à nos difficultés, à nos soucis. Maintenant, sur le continent, je sais qu'il y a des réunions qui ont été organisées avec des députés, que le barreau de Nice est soutenu par son député sortant, donc il n'y a pas de... Enfin, je pense que les élus, oui, seront effectivement actionnés. Et puis, quand bien même ils ne le seraient pas, je pense qu'ils suivent et votre émission et la presse de manière générale. Ils pourront de toute manière se manifester auprès de nous selon les moyens qui leur seront le plus appropriés. Merci beaucoup Marie Colombani d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. Une émission que l'on retrouve en podcast audio et vidéo www.alta-frequenza.corsica. À bientôt. Merci à vous, à bientôt.